Le micro. Voilà, nous avons l'affaire Sop-Laza, nous avons les affaires Sop-Laza du SDF, nous avons les affaires Massoma, un certain Massoma de l'UPC, nous avons l'affaire Edji Mondumbe du qui est parti du RDPC, nous avons plein de précédents. Mais, Monsieur Boli, Aimé, je voudrais, là, je ne serai pas, le débat sur lequel je ne vais jamais être d'accord avec mon sémillant collègue, parce que il faut vous dire ceci. Je reviens sur la conception notionnelle, c'est-à-dire du mandat impératif, du mandat représentatif. J'ai indiqué tout à l'heure ici que les deux notions peuvent, les deux acceptions peuvent s'opposer théoriquement, parce que dans la souveraineté nationale, c'est la nation en tant qu'entité abstraite, alors que dans la souveraineté populaire, c'est une entité concrète, c'est-à-dire le peuple. Aussi, on se rend bien compte que le mandat impératif, il faudrait peut-être qu'on revienne. Le mandat, c'est quoi? C'est une charge. Une charge que les citoyens confèrent à certains d'entre eux pour agir en leur lieu et place, pour le compte d'une périodicité bien déterminée. Voilà. Maintenant, impératif veut dire quoi? L'impératif renvoie à l'idée de responsabilité. C'est-à-dire que l'élu doit nécessairement et obligatoirement suivre les instructions qui viennent de ses électeurs, sous peine de quoi son mandat sera frappé de déchéance. Maintenant, lorsqu'on ajoute nul, ça veut dire que cette obligatorité du lien entre les électeurs ou le parti et l'élu n'existe plus. C'est-à-dire dès lors que l'élection est achevée, c'est terminé. Alors, maintenant, la question de fond, M. Boli, et j'ai aimé, le professeur a répondu à la fin. Est-ce que la transhumance politique permet de conférer l'éligibilité à un candidat A, par exemple, qui n'est pas allé à une élection? C'est en ce moment-là qu'on revient donc pour indiquer que si on s'accommode à l'idée de ce que le mandat est un siège, c'est-à-dire que quand un élu quitte de son parti pour un autre parti, on lui assure simplement la mobilité politique. C'est-à-dire que l'élu est libre de partir où il va se sentir mieux dans une nouvelle idéologie. Mais il n'emporte pas avec lui le siège initial. C'est la raison pour laquelle le mandat est, j'allais dire, indisponible. C'est-à-dire intransférable, intransmissible. Parce que l'élu ne va pas avec le siège de son ancien parti. Non. Et à partir de là, je voudrais prendre un exemple pour que, ou du moins un cas pratique, que tout le monde suive bien. Alors, le RDPC part aux élections législatives de 2020, c'est-à-dire ne pas qu'aux élections législatives, les sommes municipales, régionales, sénatoriales, ne pas qu'aux élections législatives. Le RDPC emporte 150 députés, 153 députés, comme c'est le cas. Maintenant, en cours de mandat, les 153 députés quittent le RDPC, ils vont se rallier au MRC, qui au départ n'a pas pris part aux élections. Et à la suite des élections initiales, on a fait les procès-verbaux, on a fait les sessions de plein droit, on a procédé à la validation du mandat parlementaire. Le Conseil constitutionnel a pris un arrêt revêtu de ce qu'on appelle de l'autorité de la chose jugée. À partir de là, tout est donc arrêté, sur la base des procès-verbaux, sur la base de sessions de plein droit où on valide les cas de cumul et des inéligibilités et bien d'autres. Alors, en cours donc de mandat, les 153 députés du RDPC quittent et vont rallier le MRC. Alors, la question juridiquement posée, c'est de savoir quelle est la candidature qui sera recevable devant le Conseil constitutionnel. Disons que le Conseil électoral n'a pas pu se prononcer, alors l'affaire tombe devant le Conseil constitutionnel. Quelle est la candidature entre celle de Maurice Kamto ou de M. Paul Biya sera recevable devant le Conseil constitutionnel? Voilà un cas pratique que je vous ai envoyé depuis, et j'ai envoyé ça à tous les professeurs, sauf à Moïse. J'ai oublié de lui envoyer ça pour qu'on puisse en discuter. Alors qu'on me dise, qui de la candidature de Paul Biya ou de Maurice Kamto sera recevable?
Voilà un cas pratique. Alors, si on m'apporte la réponse que c'est le parti de Moïse Kamto parce qu'il y a eu des transfuges, cela veut dire qu'il y aura un problème juridique. Il faudra qu'on refasse les procès-verbaux des résultats, qu'on refasse une session de plein droit, une session de validation des mandats, et que la Cour, le Conseil constitutionnel reprenne un autre arrêt pour justement consacrer les résultats nouveaux. Donc, monsieur Aimé Boni, voilà la question de fond. Je prends un autre exemple pour nos téléspectateurs. Monsieur Essomba est marié à madame, Vanessa. C'est un exemple, hein? Alors, il divorce. Vanessa va chez monsieur Boni, qui est célibataire. Est-ce que le fait que Vanessa ait retrouvé monsieur Boni célibataire lui confère le statut de marié? Donc, c'est la même image que je trace dans le cadre, justement, politique. Le mandat impératif protège, comme l'a dit mon séminaire collègue, l'agrégé, la liberté et l'indépendance de l'élu. Et ne lui donne plus autres attributs que ceux que je venais, justement, d'indiquer. Alors, je finis par là. L'élu a deux vies. La vie politique et la vie juridique. La vie politique lui permet donc d'être mobile, le nomadisme post-électoral. Oui, je suis d'accord avec Moïse. Mais la vie juridique le condamne, c'est-à-dire encadre son activité pour dire que s'il veut procéder à un transfert de légitimité, il faudrait maintenant que le droit puisse être bousculé. On va revenir faire les procès-verbaux, monsieur Aimé Boni. Donc c'est sur le plan juridique, technique, qu'il y a un véritable problème. Si on me dit qu'on va venir refaire les procès-verbaux, je suis d'accord que seule la candidature de Moïse Kamto peut être recevable devant le Conseil constitutionnel. C'est un exemple que j'ai. Ok.